suis James Lorquet. Mon sujet se porte sur l'évaluation de l'influence des dépenses publiques à travers les marchés publics sur la croissance économique pour la période de 2012 à 2022. Le sommaire, on va présenter le contexte, la problématique, les questions de recherche, la revue de littérature, les analyses et résultats. OK. Depuis la crise de 1929, les dépenses publiques se sont taillées une place de premier rang sur l'échiquier des politiques économiques. Parce qu'avec le crash boursier, nous avons eu une diminution des investissements, nous avons eu également la fermeture de banques et une diminution de la consommation en général. Les adeptes de l'économie classique voulaient une non-intervention de l'État, mais pour sortir de la crise, l'unique solution a été une intervention de l'État avec comme solution des dépenses publiques pour relancer l'activité économique en créant des emplois et en stimulant la demande. Le même schéma s'est répété en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on avait une Europe qui était dévastée par la guerre. Les pays de l'Europe voulaient relancer leur activité économique. Du coup, ils ont consenti à un emprunt des États-Unis à hauteur de 13 milliards, actualisé à 130 milliards en 2020. En 2008, également, on a eu la crise de subprimes. Le gouvernement américain a consenti à plus de 700 milliards de dépenses publiques pour relancer l'activité économique. Donc, on peut considérer que les dépenses publiques comme un instrument dont l'État se sert pour relancer l'activité économique en temps de crise et ralentir l'activité économique lorsque l'économie est en surchauffe. Par ailleurs, en Haïti, nous constatons que chaque année, les dépenses publiques augmentent et pourtant, il y a une élasticité avec les taux de croissance économique. Les dépenses publiques augmentent, mais les taux de croissance économique ne suivent pas. Du coup, nous nous posons la question suivante. Dans quelle mesure les dépenses publiques au regard des marchés publics influencent-elles la croissance économique? Quels sont les éléments qui expliquent le taux de croissance économique? Et puis, les marchés publics sont-ils alignés sur des filières non génératrices de revenus? Comme cadre conceptuel, nous allons définir rapidement la croissance économique qui est l'augmentation du revenu par tête. Donc, c'est l'augmentation des richesses créées dans un pays. Et les dépenses publiques sont les dépenses qui sont générées par l'administration, par l'État. Notre travail a suivi le modèle de Keynes qui constitue une rupture avec l'économie politique, les classiques. Également le modèle de Barrow, de Robert Barrow, qui voulait que les dépenses de l'État, qui voulait qu'on considère que les dépenses de l'État soient comme des intrants à la production. Il y avait également le modèle de Homer, qui contrecarrait la politique de Solow, qui voulait que les dépenses de l'État soient réalisées dans l'innovation et la recherche. Nous allons présenter notre travail sous deux angles. Les dépenses publiques à travers les différents types de dépenses publiques, à savoir les dépenses de fonctionnement, subventions, investissements, intérêts, et subventions, investissements, intérêts, et salaires, et puis fonctionnement. Et puis nous allons également présenter les dépenses publiques sous l'angle des marchés publics. Nous avons les dépenses publiques. Les dépenses publiques, les dépenses de salaire. Les dépenses de salaire sont les seules dépenses qui présentent une tendance croissante. Il n'y a pas eu de fluctuation à la baisse dans les dépenses de salaire. Nous avons constaté qu'en 2012, les dépenses de salaire étaient de 16 706 millions en 2012. Ils ont couru à hauteur de 102% en 2015, en 2017, en moins de 5 ans, pour atteindre 33 746 millions. Et ils ont également couru à hauteur de 87% en 2022, pour atteindre 63 030 millions. Donc, de 2012 à 2022, nous avons une augmentation de plus de 277% des dépenses de salaire. Les dépenses de fonctionnement présentent également la même tendance à la croissance, sauf qu'il y a eu une légère diminution en 2019 et en 2022, mais elles présentent également la même tendance à la croissance que les dépenses de salaire. Les dépenses de salaire les dépenses de fonctionnement en 2022 représentent une variation de 191% par rapport à 2012. Pendant que, pour la même période, les dépenses relatives à l'investissement ont chuté de 65%, pendant qu'il y avait une augmentation de 117% des dépenses de subvention. Les investissements ont chuté de 65% et les subventions ont augmenté de 117%. Les dépenses d'investissement
Pendant les 2 premières années qui ont suivi le séisme, en 2012-2013, il y a eu une certaine croissance dans les dépenses d'investissement. Après ça, nous avons constaté des chutes des dépenses d'investissement à hauteur de 45% en 2014, de 16% en 2015 et de 4,6% en 2016. Pendant que pour la même période, on a constaté également une augmentation des dépenses courantes. Les dépenses courantes ont augmenté pour la même période en 2014 de 15%, 2015 de 7% et 2016 de 19%. Donc pendant que les dépenses d'investissement diminuaient, on constatait une augmentation des dépenses courantes. En 2017-2018, il y a eu une augmentation de 96% des dépenses d'investissement, pour ensuite chuter à 70% et augmenter et croître en 2020 à hauteur de 396% en 2020. Nous savons en 2020 qu'il y avait le coronavirus, mais malheureusement, l'investissement que l'État a consenti en 2020 à hauteur de 396% n'était pas suffisant pour pallier à la crise qu'il y avait dans l'exercice précédent et également supporter les effets pervers du coronavirus. Donc, on a constaté que malgré un investissement de 396%, on a accusé un taux de croissance économique de moins 3,3%, qui est considéré comme le troisième taux de croissance le plus faible du pays après 2010, 5,5% et 1994, 11,6%. Donc, en 2020, dans notre travail, sur la période de 2012 à 2022, 2020 représente la période où l'État a consenti des dépenses d'investissement pour la plus grande valeur, à hauteur de 14 763 millions. Alors qu'en 2012, l'État avait consenti des dépenses de salaire, en 2012, 16 706 millions. Donc, en 2020, l'État a consenti à des dépenses d'investissement inférieures à le niveau de salaire de 2012. On a constaté également que les dépenses courantes étaient, dans notre période d'études, les dépenses courantes étaient largement supérieures aux dépenses d'investissement. Les dépenses courantes représentent 8 fois 35 les dépenses d'investissement sur toute notre période. On peut voir dans notre graphe que les dépenses ont une tendance croissante, alors que le taux de croissance du PIB a une tendance décroissante. Donc, à chaque fois que les dépenses publiques augmentaient, on ne constatait pas une amélioration dans les taux de croissance économique. Les dépenses publiques augmentent, mais nous ne recevons pas les effets escomptés, à savoir une augmentation de la croissance. La croissance économique chute à hauteur que les dépenses publiques augmentent. Pour comparaison, on peut comparer avec notre voisin le plus proche, la République dominicaine. On peut constater que la République dominicaine consent des dépenses publiques au niveau de l'économie, dépendamment de la dimension de l'économie. Quand l'économie chute, la République dominicaine consent une augmentation de ses dépenses publiques pour pallier à ce déséquilibre et augmenter la croissance économique. L'exemple le plus probant est en 2020, lors de la crise du coronavirus. L'économie avait chuté à hauteur de 6,7% de croissance économique en 2020. De ce fait, la République dominicaine a consenti des dépenses pour augmenter le taux de croissance en 2021 à hauteur de 12,1%, un taux de croissance à deux chiffres, Donc, l'économie était en surchauffe, elle a réduit ses dépenses publiques pour calmer la sphère économique. Quelles sont les causes explicatives qui supportent notre situation? Augmentation des dépenses publiques, mais des taux de croissance qui ne suivent pas les dépenses publiques. Comme première cause explicative, nous avons l'instabilité politique. L'instabilité politique que nous connaissons, qui se divise en deux. Nous avons l'instabilité politique formelle, à savoir les plusieurs types de changements de gouvernement, et l'instabilité informelle, qui se caractérise par les tensions sociales, les manifestations. Nous avons également les catastrophes naturelles et humanitaires, ouragans, séismes et le corona. Et également la croissance démographique. Pourquoi la croissance démographique? Parce qu'à chaque fois que la croissance démographique augmente, on a une diminution du taux de croissance économique. Vous pouvez constater à ce niveau que
la croissance démographique est plus ou moins stable dans le temps, alors que la croissance économique diminue. Donc, plus de personnes pour moins de ressources disponibles. Nous avons également comme cause la corruption et l'incompétence. Nous avons pris le cas du Petro-Caribé. Le cas du Petro-Caribé, nous savons que le Petro-Caribé concerne 28 institutions pour 183 projets, 3 présidents et 6 premiers ministres. Dans le rapport de la Cour supérieure des comptes qui concerne la gestion de ces fonds, ils ont remarqué plusieurs anomalies, à savoir l'absence d'études sur les besoins réels, l'absence de montant d'acquisition de réception de matériel et absence de documents comptables et administratifs et non-application des procédures relatives à la passation des marchés publics. Nous pouvons dire que si on prend un exemple, pour une période de 2011 à 2016 qui concerne le président qui a eu à gérer le plus de fonds dans les fonds du Petro-Caribé, 64% des fonds du Petro-Caribé, il a pu générer des taux de croissance maigres, à savoir 0,5%, 4,3%, 1,7%, 0,5% et 1,7%. Alors que, pour, encore une fois, notre voisin de la République dominicaine, ils ont pu consentir pour la même période, avec les mêmes fonds, les fonds du Petro-Caribé, des taux de croissance de 2,7%, 4,9%, 7,8%, 6,9% et 6,1%. Donc, c'est là une comparaison avec notre voisin le plus proche, la République dominicaine. Nous allons maintenant analyser les dépenses publiques au regard des marchés publics. Sur notre période de travail, les marchés publics de fourniture sont largement supérieurs aux marchés publics de travaux. Alors que nous savons que c'est dans les marchés publics que réside la majorité des dépenses qui peuvent générer la croissance économique, les revenus. Nous avons constaté que les dépenses de fourniture dépassent de plus de 38% les dépenses de travaux. Les marchés de prestations intellectuelles ne dépassent même pas le milliard en 10 ans. Et les marchés de travaux, les marchés de services n'atteignent pas 10 milliards en 10 ans. Le total n'atteint pas 100 milliards en 10 ans. Moins de 100 milliards de gouttes en 10 ans pour les marchés publics. Dans le travail, nous avons analysé les marchés publics sur la période de 2012 à 2022. Les marchés publics que nous avons considérés sont les marchés publics d'infrastructure, les marchés publics favorisant l'éducation, les marchés publics d'études pour des projets, les marchés publics de fourniture dans le cadre de projets majeurs. Donc, mais tels sont les marchés publics que nous considérons comme les marchés publics générateurs de croissance économique. Ce sont les marchés publics d'infrastructure, à savoir les constructions de routes, de bâtiments publics, impression de billets de banque, l'infrastructure monétaire. Les marchés publics également favorisent l'éducation, donation et subvention des livres, impression de livres pour les écoles. La limite de notre étude. Nous avons constaté que un marché public, dans notre étude, on a constaté qu'un marché public peut à lui seul représenter une part considérable du total des marchés publics. Par exemple, nous pouvons prendre par exemple un marché du MTPTC qui représentait à lui seul 34% du total des marchés publics. Ou bien même en 2018, un marché du ministère de l'Intérieur pour 3 millions de passeports qui représentait plus de 60% du total des marchés publics. Et également, la liste des marchés que nous avons consultés ne garantit pas à 100% que les marchés ont été effectivement exécutés, juste que tout simplement que la procédure a été suivie et que le ministère de l'Économie et des Finances a validé la disponibilité budgétaire pour l'exécution de ce marché. Nous ne savons pas si les marchés ont été exécutés réellement. Voici les marchés que nous avons consultés. Les marchés que nous avons consultés pour la période de 2015-2016, nous constatons que les marchés publics sont pour la plupart générateurs de croissance économique, ce qui n'est pas le cas en 2016-2017, 2018, 2019, 2019-2020, ce qui n'est pas le cas en 2021. Nous allons attaquer la partie économétrique.
Pour la partie économétrique, nous avons essayé d'évaluer notre modèle. Nous avons essayé d'estimer notre modèle, mais bien avant, nous avons effectué des tests de stationnarité du modèle pour enlever toutes les tendances qui pourraient exister dans notre modèle. Et nous avons utilisé la méthode des moyennes carrées ordinaires. La méthode des moyennes carrées ordinaires suppose qu'on effectue des tests, comme des tests de normalité, pour comprendre si la distribution suit une loi normale. Nous avons également effectué des tests de multicollinéarité. Nous avons utilisé la méthode de VIF, qui est la variance inflation factor. Et nous avons également utilisé le test d'hétéroscédasticité. C'est pour savoir si la variance du modèle est constante. La variance des erreurs du modèle est constante. Nous avons également effectué le test d'autocorrélation et le test de Ramsey pour confirmer que notre modèle n'a pas de paramètres non nécessaires. Comme conclusion, nous pouvons dire que les dépenses publiques à travers les marchés publics n'ont pas vraiment eu d'impact sur la croissance économique, puisque la grande majorité des marchés publics ont une tendance vers la consommation. C'est le cas on peut constater que les marchés de fourniture sont supérieurs de plus de 35% aux marchés de travaux. Il y a également la fuite de devises. La fuite de devises dans le cas où la majorité des produits que l'État achète sont des produits importés, que les entreprises achètent à l'étranger. Du coup, il y a une fuite de devises parce que les produits ne sont pas fabriqués dans le pays. Du coup, pour les acheter à l'étranger, il faut des devises. Donc, il y a une diminution de notre réserve de devises. Il y a également un nombre de marchés publics générateurs qui est trop faible. Certes, en valeur, ils sont considérables, mais en valeur, certes, en nombre, ils sont considérables, mais en valeur, ils sont trop faibles. Parce que dans le cas que nous avons cité tout à l'heure, le marché du MTPTC, un marché qui représente à lui seul 35% du total, il était le seul marché sur 62 marchés publics au total. Donc le nombre est trop faible même si la valeur est considérable. Et les valeurs des marchés publics sont trop faibles, la valeur des marchés publics est trop faible parce qu'elle représente moins de 1% du total des dépenses publiques. Moins de 1% du total des dépenses publiques. Donc comme recommandation, nous prenons la stabilité politique. La stabilité politique, c'est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de croissance économique. Nous prenons également l'élaboration de l'étendue du budget, le respect des procédures et des principes des marchés publics et une définition des marchés publics, définition des programmes de marchés publics à l'intention des producteurs. Donc, pour favoriser la production locale et diminuer le coût de vie de fonctionnement de l'État et une définition des secteurs à grande valeur ajoutée. D'accord. OK. D'abord, je félicite les pétrants, James Lockett. Je sais qu'il a consenti beaucoup d'efforts maintenant pour arriver à la réalisation de ce travail. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Je vais commencer par cette première question. Et James Lockett, tu as passé à pieds joints sur l'une des variables très importantes de ton travail, à savoir la croissance économique. Est-ce que tu peux nous donner une définition parce que j'ai constaté que tu as oublié une composante très intéressante dans la définition de la croissance économique. Est-ce que, encore une fois, tu peux nous faire part de cette définition? De la croissance économique? Oui, oui. La définition la plus simple de la croissance économique, c'est l'augmentation du revenu par tête. L'augmentation du revenu par tête, oui, c'est ce que j'avais entendu. Mais je pense qu'il y a expansion et croissance économique. Il y a bien des conditions dans lesquelles on peut parler de croissance économique. Je vois que tu as oublié le terme de soutenabilité, durabilité ou bien longue période. Maintenant, si pour une année, on constate qu'il y a un accroissement positif, on ne peut pas préconiser qu'il y a croissance économique. Parce que quand il y a croissance économique, on espère bien qu'il y ait des changements au niveau de la structure économique, alors qu'il y a l'augmentation du potentiel de la... Là, tu as loupé une composante assez intéressante dans la définition de la croissance économique. Parce que ça doit dépasser
à partir de 3 années et plus, on peut considérer qu'il y a croissance économique, sinon, ça pourrait être une simple expansion. On ne peut pas espérer vraiment des changements. Il y a la croissance économique, il y a le développement économique. Certes, la croissance économique est une condition sine qua non du développement économique, Bien sûr. mais la croissance économique, c'est une variante mathématique. Dès qu'il y a augmentation du PIB, il y a croissance économique. Mais il y a également... je vais t'arrêter là, parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Dès qu'il y a un accroissement positif, on ne peut pas dire qu'il y a croissance économique. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple assez simple. Je suis un vendeur. Je vends aujourd'hui pour 2 millions de gouttes. D'accord? Mais est-ce que normalement, avec les 2 millions de gouttes, je vais avoir assez d'épargne maintenant pour accumuler le capital? Et l'accumulation du capital à travers du financement des investissements va me permettre maintenant d'augmenter le potentiel de production. Et si la croissance économique, c'est la sous-temps que je peux générer à partir d'une longue période. Là, on va parler de période, courte période et longue période. Et la courte période, c'est la longue période, c'est exactement lorsque moi, comme entrepreneur, comme entreprise, alors j'ai la possibilité d'augmenter le potentiel de production. Maintenant, si j'augmente le potentiel de production, je peux générer beaucoup plus de profit, je peux créer beaucoup plus de richesse. Je peux parler là maintenant de la croissance économique. Alors, maintenant, il me faut combien d'années? Il me faut 2 ou 3 années, 4 années, 5 années pour accumuler assez d'épargne si j'aimerais bien autofinancer le financement de mon investissement. Sinon, je vais recourir aux emprunts. Et là encore, je dois avoir assez de capital pour garantir les prêts. Ouais, là, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Deuxième élément. Tu nous as présenté 2 ou 3 théories. Mais quelle théorie est réputée fil conducteur de votre travail? Alors, je dois te dire, je ne suis pas là pour vous embêter, je suis votre encadreur, mais je te donne, je dirais, l'occasion maintenant de nous satisfaire ou bien de mettre l'accent sur quelques éléments que tu as oubliés dans la présentation de ton travail. Tu vois? Je suis de ton côté. Ce n'est pas que j'ai oublié, c'est parce que j'avais seulement 15 minutes. Mais 20 minutes. Et tu nous as laissé 2 minutes. La théorie qui est considérée comme le fil conducteur, c'est la théorie de Robert Barreau qui préconise que les dépenses publiques dans les différentes infrastructures, ou bien les services de l'État, à savoir sécurité, ou bien construction de ponts, de bâtiments publics, de routes, sont considérés comme des intrants à la production. Donc, un entrepreneur qui a une entreprise sera beaucoup plus productif si les routes sont bien faites, ou s'il n'a pas besoin d'employer une entreprise de sécurité pour sécuriser son entreprise. Donc, Robert Barreau considère que les dépenses publiques de l'État sont un intrant à la production et pour favoriser également la croissance économique. Là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais aborder d'autres aspects. Alors, ça va concerner exactement le modèle économétrique. Oui, une minute, Monsieur le Président, je suis d'accord. Il y a bien des variables. Vous avez utilisé des variables pour présenter ton modèle, n'est-ce pas vrai? Oui. Quelles sont ces variables-là? J'ai considéré les dépenses publiques sous leurs différentes formes et j'ai ajouté, j'ai considéré les dépenses publiques, les dépenses de fonctionnement, de subvention et d'intérêt, de la dette et d'investissement. Et j'ai également ajouté les recettes d'exportation et les dépenses pour l'importation. D'accord. Vous avez trouvé des coefficients pour vos variables, oui? Oui, dans l'estimation du modèle. Oui, pourquoi ne pas nous présenter, par exemple, ces coefficients-là? Par exemple, si on sait qu'on a une proportion marginale à consommer qui est égale à 0,75, cela sous-tend lorsqu'on augmente le revenu de 1%, la consommation va augmenter de 0,75. N'est-ce pas vrai? Et maintenant, tu peux utiliser ce modèle-là pour nous présenter les coefficients, justement pour nous expliquer comment, normalement, ces variables ont pu avoir des incidences, ont pu influencer et la variable, et je dirais, dépendante, qui est la croissance économique. Alors, je termine ici. OK. Dans notre modèle, pour l'estimation de notre modèle économétrique, nous avons eu cette partie. Nous avons considéré les variables dépenses d'exportation, et les recettes d'exportation, les dépenses d'importation, les dépenses de fonctionnement, de subvention et d'investissement.
Dans notre calcul, nous avons effectué un test de stationnarité, comme je l'ai dit. Et dans l'estimation de notre modèle, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'intérêt de la dette sont revenues. Attendez. Où est le modèle estimé? Dans le modèle estimé, il y a quoi? Par exemple, tu as 2,19 DS. Cela sous-tend lorsque DS augmente de combien? De 1%. Maintenant, la variable dépendante va augmenter de 2,19. On a un signe positif. Cela sous-tend que les deux variables vont dans le même sens. C'est exactement... J'allais y venir. On a dû éliminer les dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses d'intérêt parce qu'ils n'influençaient pas le modèle. Donc, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'intérêt, on a dû éliminer avec la méthode d'élimination en arrière. C'est une méthode statistique en économétrie. Donc, nous sommes restés avec les dépenses de subvention qui ont influencé le taux de croissance du PIB en 10 ans. Donc, pour une augmentation de 100% des dépenses de subvention, il y aurait eu une augmentation de 2119% de la croissance économique. Les dépenses d'investissement n'étaient pas considérables dans notre modèle parce que les dépenses d'investissement ont eu une probabilité de Fisher qui est supérieure à 5%, donc ils n'étaient pas considérables. Et il y a également les dépenses d'investissement à hauteur de... pour une augmentation de 100% des dépenses d'export et pour les recettes d'exploitation, si on augmente les recettes d'exploitation, on aurait une augmentation du PIB de 2875% du PIB. On ne sait pas ce que cela va représenter pour l'IHECE, mais les lecteurs critiques, l'encadreur et moi, nous nous sommes entendus sur la mention très bien qui correspond à 80% de la note. Encore félicitations, merci à tout le monde d'avoir assisté, d'avoir attendu pendant tout ce temps. Donc encore une félicitation spéciale à la CNMP. C'est un exercice important, intéressant pour le système. Donc nous encourageons la CNMP à continuer sur cette même lancée pour encourager beaucoup plus de gens à boucler le cycle d'études. Parce qu'en Haïti, il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'avocats, beaucoup d'économistes qui travaillent déjà, qui sont très respectés dans le système. Mais quand on demande à ces gens-là des dossiers pour compiler, pour quelque chose, ou même l'octroi de promotion, c'est à ce moment-là qu'on va voir que ces gens-là n'ont pas de papier. Donc il suffit de faire 4 ans, on a une attestation de fait d'études et puis c'est fini. Donc il faut passer par cette étape-là pour avoir son diplôme en main. C'est James Loquet, moi je travaille sur le sujet évaluation des dépenses publiques à travers les marchés publics sur la croissance économique sous 10 ans, période de 10 ans, 2012 à 2022. Moi, j'étais étudiant en sciences économiques et finances et le travail là était difficile, surtout pour connaître les conditions pour jouer des données, etc. Mais nous avons fait grâce à support professeur Moyo et amis Moyo. Je suis intéressé à marché public là, je travaille sur lui. Puis on fait plus de lits et puis on performant là-dedans. Ça le partir de domaine ça, c'est que y a bien plus de transparence dans les dépenses d'État parce que c'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait plus de transparence pour n'importe qui ait accès à l'information sur les dépenses. Et depuis qu'il y a transparence, il y a une croissance économique parce que et après une compétitivité tout parce que c'est ça qui est important et ça qui mène nous par sous chemin croissance économique que nous divorçons avec, ça va gagner pour 5 ans.